édition presse géopolitique qui s'ouvre à l'instant avec uniquement 2 dorsales de réflexion, mais des réflexions combien importantes qui vont nous permettre de parcourir toute la géopolitique actuelle et même factuelle qui traverse et travaille le continent africain. Le Sahel qui est donc est-il en train de redevenir donc un théâtre stratégique majeur pour Paris, alors que plusieurs pays de la région ont acté le départ des forces françaises ces dernières années? Des signaux discrets laissent penser que la France pourrait préparer un repositionnement militaire dans la zone sahélienne. Parallèlement, une vive controverse secoue le Cameroun et la sphère panafricaniste. Un rapport publié par Jeune Afrique met en cause certains acteurs camerounais évoquant des connexions supposées avec des intérêts étrangers et suggérant l'implication indirecte de la DGSE français. Des accusations qui font polémique et soulèvent de nombreuses interrogations sur cette bataille informationnelle qui est en cours sur le continent africain. Sommes-nous face à une simple enquête journalistique ou assistons-nous à une nouvelle phase de confrontation stratégique militaire sur le continent africain, mais davantage contre les panafricanistes? On en parle dans cette édition qui s'ouvre à l'instant. Vous nous retrouvez, vous, amis téléspectateurs. Bienvenue donc au cœur de cette réflexion géopolitique. L'homme providentiel qui nous permettra de parcourir de fond en comble cette réflexion est avec nous sur ce plateau central, consultant de presse géopolitique, président Mandakani. Merci d'être avec nous. Vous êtes homme politique panafricaniste averti et avéré. Merci d'être là ce soir. Bienvenue. Merci. Je prends les qualificatifs que vous me donnez comme vous me les donnez. Bonsoir à vous, bonsoir à tous ceux qui sont attachés à notre événement hebdomadaire, presse géopolitique. Je salue mes companélistes qui vont intervenir. Tout à fait. Je salue d'avance. Je salue les techniciens. Je vois tous les efforts qu'ils déploient pour que ça puisse être possible, les émissions. Et je les encourage parce que Panafricanist Media TV, c'est la chaîne panafricaine qui monte. Elle monte parce qu'elle est portée par les pionniers de ce combat. Il n'y a pas un débat là-dessus. Mais il faut rappeler ça, Fabrice, parce que la stratégie française se dévoile de plus en plus et passe de sa situation de visibilité stratégique à plus en plus de visibilité. Et on comprend l'importance de rappeler le souvenir des pionniers qui avons l'expérience des manœuvres françaises. Ça permet de voir ce que la France fait aujourd'hui et de pouvoir, de sourire et rapidement enlever les masques pour qu'on voit la laideur. Elle ne sera pas nouvelle, cette laideur-là. C'est une vieille laideur. La France, on connaît, Fabrice. Nous connaissons la France. L'Occident, nous connaissons. C'est pour ça que le rapport que vous voulez mettre sur la table ce soir, pour moi, c'est un non-événement, mais c'est un événement pour la communauté de presse géopolitique. Et pour vous-même, le journaliste, c'est un sujet journalistique, je comprends ça. L'esprit pionnier permet de bien expliquer ça. Et les gens vont comprendre que rien de nouveau sur le soleil. Merci. Voilà. Je suis content d'être là. Voilà. Une fois de plus, bonsoir à tout le monde. Vous l'aurez donc compris, le débat sera assez clairvoyant encore ce soir, sans concession aucune. On ira dans les tréfonds de l'actualité pour permettre de comprendre, en tout cas, ces 2 dorsales de réflexion. Le temps est donc déjà donné. Transition derrière. Nous évoquons l'espace ou l'instant du décryptage au cœur de cette édition presse géopolitique. Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. Première dorsale de réflexion du Bénin au Tchad, en passant par la CEDEAO, les sirènes d'un retour discret de l'armée française en Afrique alimentent les débats. Ce mardi, une réunion s'est ouverte à Freetown, en Sierra Leone, sous l'initiative des chefs d'état-major des pays de la CEDEAO pour plancher sur le devenir de la force en attente de la sous-région.
sur les 260 000 soldats attendus comme annoncé lors du sommet d'août 2025, eh bien, la réunion des plus hauts gradés de l'armée de la région a annoncé démarrer, écoutez bien, avec 2000 soldats seulement. Eh bien, ces derniers ont donc pour mission d'éliminer la menace terroriste qui sévit dans la région. Cependant, des questions s'imposent, bien entendu, à l'idée de savoir ce qui expliquerait l'accélération finalement de cet agenda pour le compte de cette année 2026. Bien plus, pourquoi les pays confrontés à la même menace refusent de coopérer avec l'AES afin de venir à bout de cette menace plus ou moins conjointe. In fine, Paris, qui a des éléments déjà stationnés en Côte d'Ivoire et au Bénin depuis quelques temps, avant bien entendu les événements de décembre 2025, veut-il clairement mettre en application son projet d'élimination des leaders panafricanistes tels que révélés par les services secrets russes? Des questions qui auront certainement des éléments de réponse au cœur de cette édition. Mais avant, monsieur, prenons, Président, cet extrait qui nous permettra d'en savoir un peu plus. Alors, hier, dans la nuit, il y a eu des mouvements aériens inhabituels. Il y a 2 gros porteurs de l'armée française qui ont atterri au centre du Bénin, l'aéroport de Tourou, à 15 km de Parakou, qui est la grande ville du centre du Bénin. Normalement, c'est un aéroport international, mais il est fermé au public, aux vols commerciaux, et il y a la présence de militaires. Je vous avais révélé que des soldats des forces spéciales françaises étaient stationnés. Ces 2 gros porteurs de l'armée française ont transité par Abidjan, là où il y a aussi des forces spéciales françaises qui sont stationnées, mais sont surtout partis de Pau, dans le sud de la France, près des Pyrénées, là où est présent le 4e régiment d'hélicoptères des forces spéciales françaises. Alors, on peut se demander si ce n'est pas le début de nouvelles grandes manœuvres de l'armée française au Bénin et dans toute la sous-région, le tout s'inscrivant dans un contexte de forte tension régionale, notamment entre la France et les pays de l'AES, entre la France et le Niger. Emmanuel Macron s'est récemment rapproché de Mohamed Déby, le président tchadien. Il y a aussi une volonté de défendre coûte que coûte le fidèle allié de la France, qui est le président béninois Patrice Talon, qui a échappé de peu à un putsch le 7 décembre dernier. Mais ce qui est quand même très inquiétant et très alarmant, c'est que cette présence française, qui est pas seulement de la formation, qui est clairement de l'opérationnel, se fait de manière complètement illégale, puisque normalement, l'Assemblée nationale française doit être informée d'une opération militaire extérieure et au bout de 4 mois, selon la Constitution, doit procéder à un vote. Or, il n'en est rien. Ni les populations locales, ni la population française n'ont approuvé cette présence militaire française qui vise sans doute à maintenir le précaré français en Afrique, au Bénin, en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Gabon, mais aussi peut-être à reconquérir les territoires perdus qui ont tourné le dos à la France comme les régimes de l'AES. Merci donc à la réalisation. On a un extrait en tout cas d'un confrère français qui s'inquiétait de la démarche discrète de son pays au sujet du redéploiement des soldats français au cœur de ce Sahel, de Pau effectivement à Parakou. On sait comment expliquer ce départ discret de ces soldats français. Est-ce qu'on a peur finalement d'une certaine, on va dire, d'une certaine grief de la part notamment de l'opinion locale en opérant ce déplacement de manière beaucoup plus discret? Depuis Pau jusqu'à Parakou. Jusqu'à Parakou, non. Est-ce que la France a peur de son opinion? L'opinion publique française est majoritairement domestiquée, mon cher Fabrice. Sinon, demandez-vous comment la France-Afrique a pu survivre depuis pratiquement bientôt un siècle, alors qu'on nous dit que la France est une démocratie. Ce qui suppose que les populations sont informées parce que l'information est transparente et permet une véritable formation de l'opinion. Non, ça n'a rien à voir. La discrétion est purement tactique, elle correspond aux pratiques militaires consacrées, c'est tout. Alors ça c'est pour répondre à votre question, mais revenons sur le sujet en tant que tel. Vous dites prépare son retour militaire en toute discrétion. Est-ce qu'elle était réellement partie? La France n'est jamais partie. À partir du moment où elle restait dans certaines de ses positions historiques dans quelques États africains, la France n'est jamais partie. Simplement, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut expliquer ça. Nous l'avons battue au plan moral. Elle a perdu la bataille morale, elle a perdu la bataille idéologique, elle a perdu la bataille culturelle contre les panafricanistes.
cette défaite s'est traduite, et c'est la véritable défaite là-bas, parce qu'elle s'est traduite physiquement, on ne reviendra plus par l'émergence des États de l'AES, c'est au niveau des États, mais par le fait que une puissante mentalité, un puissant imaginaire, une puissante opinion, publique parlait comme ça, globale, s'est structurée autour du mouvement de la Renaissance panafricaniste. Et c'était la bourrasque. On ne va pas revenir sur tous les succès que nous avons engrangés. Avant l'avènement des États de l'AES, comme par exemple la libération du président Gbagbo et du ministre Blé Goudé, pour ne citer que ça. Donc, la France a perdu cette bataille, ça s'est traduit par son chassement, on l'a chassé dans le Sahel, on l'a chassé au Tchad, mon cher Fabrice. Elle a, du coup, le prestige, la puissance, le rayonnement, etc. ont été battus en brèche et la France s'est retrouvée plus que sur la défensive. Ça s'est traduit, je répète, par le fait qu'elle était obligée de retirer. Elle entamait un processus de retrait et de dégèlement, je préfère le mot, de ses bases militaires en Afrique et particulièrement en Afrique subsaharienne. C'est ça, mais elle n'était jamais partie. Puisqu'elle avait des positions à Abidjan, elle avait des positions au Sénégal, elle avait des positions au Gabon. Elle était obligée depuis Baga. Elle a été chassée du Tchad. Ouais. Je sais que... On va y revenir sur quel Voilà, je sais, on dit que là. Donc, on l'a chassée, et elle a des bases comme ça qu'elle a gardées. Donc, ces bases-là signifient quoi? Elle n'était jamais partie. Elle a été battue, elle a été totalement affaiblie, on l'a réduit à raser les murs, etc. Mais elle n'était jamais partie, Fabrice. Donc, à partir de ces bases-là, Fabrice, la France a organisé donc son prétendu retour. Elle n'était jamais partie. Elle vous a distrait en disant qu'on va revenir dans 50 ans. Non. Ils étaient déjà en train de revenir. Ça s'est structuré autour de ce qu'on a appelé la stratégie de l'invisibilité. Macron a parlé de l'intimité. Nous avons suffisamment expliqué aux Africains ce que ça voulait dire. Comme d'habitude, on ne nous écoute pas à chaque fois. Ça voulait dire quoi? Le Bénin est un exemple parfait. Si vous allez voir, est-ce que la France n'a pas de base militaire en tant que tel au Bénin? Il n'y a pas de base militaire. Pourquoi il n'y a pas d'accord officiel qui justifie la base militaire de la France, de Paris? Tout à fait. Mais elle n'a jamais été aussi présente. Qu'est-ce qu'elle fait? À partir d'une position comme la Côte d'Ivoire, elle peut opérer à travers des actions stratégiques ponctuelles. Après, elle se dissout, elle disparaît. Mais les événements de décembre 2025 ont laissé croire qu'au-delà d'une proximité, peut-être du côté de la Côte d'Ivoire, le Bénin possédait déjà une bonne présence militaire étrangère. Ouais, vous n'avez pas bien compris l'intimité et l'invisibilité. On a parlé suffisamment de ça. C'est-à-dire que l'invisibilité signifie de tout faire pour qu'on ne voit pas les Français. Et que ce soit les Africains qui soient en avant. Mais l'invisibilité suppose aussi de se cacher derrière un nouveau langage et un nouveau dispositif, entre guillemets. C'est-à-dire quoi? On repeigne les anciens dispositifs, on les colore de nouveau à de nouvelles peintures de façade. Je prends un exemple simple. Quand on vous dit la France n'est pas au Bénin, il n'y a pas de base militaire. Mais comment expliquez-vous donc, mon cher Fabrice, son excessive présence au Bénin? Comment? Vous avez dit, vous avez vu, on parle de postes discrets, on a des relais à Abidjan, c'est au nord du pays, voilà, voilà, on a des relais à Abidjan, etc. Si vous êtes à Abidjan pour aller au Bénin, c'est rien du tout, mon cher Fabrice. C'est rien du tout. Donc, on a des relais, ça permet d'agir quand c'est nécessaire. Je ne parle même pas du Nigeria. Quand c'est nécessaire, on agit. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? On disparaît. Ça veut dire quoi? Les opérationnels concrets sur le terrain, en termes de base, etc., vous n'allez pas voir ça. Mais il y a des instructeurs, des formateurs. Donc, on s'est caché derrière le mot formation. Oh, formation, on forme les gens. Mais non, derrière la formation, il y a une vraie présence de spécialistes, n'est-ce pas? De spécialistes qui sont là et qui vont maintenant conduire, par exemple, des hélicoptères qui, en apparence, appartiennent au Bénin, mais qui en fait, en réalité, de facto, appartiennent à la France. Pourquoi? Vous avez des militaires béninois qui parlent, Fabrice.
C'est le même syndrome qui s'est passé au Burkina Faso, qui s'est passé au Niger et au Mali. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand ils font face aux terroristes, ils identifient les terroristes, leur position, ils viennent demander des hélicoptères pour aller finir avec les terroristes, on refuse le décollage. Que refuse le décollage? Les pilotes français qui sont sur place. Un pilote, ce n'est pas une base, hein? Qui sont sur place et qui pilotent ces hélicoptères. Pourquoi est-ce qu'ils pilotent les hélicoptères? Elle demande à M. Talon. Ils veulent, les militaires béninois veulent aller en finir avec les terroristes, on leur dit ne les attaquez pas. Les militaires parlent, ils se cachent même plus. Donc, vous voyez, c'est la même tactique qui s'est passée, la stratégie qui a été mise en place au Burkina, au Mali et au Niger pour faire tomber ces États dans les filets des terroristes. Fabrice, c'est la même chose, sauf que la France fait tout pour qu'on ne la voit pas. Elle est invisible. C'est ça la démarche d'invisibilité. C'est-à-dire agir de manière que la France ne soit plus en première ligne, qu'on ne la voit pas. Mais plus on ne la voit pas, plus elle est réellement là. Elle est réellement là à travers les outils stratégiques, les technologies stratégiques, à travers des infrastructures numériques, etc., les écosystèmes numériques, etc. Et avec une infime présence qu'on va cacher derrière la formation, mais en réalité, derrière la formation, vous avez des forces spéciales françaises de haut niveau qui sont là, qui opèrent de manière essentielle. Et troisièmement, les avions, on peut même faire croire que le matériel militaire appartient à l'État en question, Fabrice, alors qu'en réalité, ça appartient à la France. Donc voilà un peu le dispositif. Maintenant, qu'est-ce que l'intimité? L'intimité, c'est d'avoir des gens comme Talon. Cette calamité, c'est pas un type comme ça. Des gens comme Talon, c'est-à-dire qui sont suffisamment mouillés que la France se tient, excusez-moi à la maison, par les couilles, comme on dit chez nous. Moi, je m'excuse à la maison pour les enfants. Par les couilles. C'est-à-dire que tellement mouillé. Et ça, l'intimité. Donc, lui, c'est-à-dire, il est plus français que les Français. Il va agir, il va anticiper sur les besoins de la France. Il va anticiper. Les gens comme Talon. C'est ça. Alors, il y en a sur le continent, il y en a qu'on prépare en coulisses, des étudiants, des réseaux de soi-disant français, africains, la diaspora, certaines diasporas, n'est-ce pas? Des réseaux comme les Oku Alliance, Jonathan m'en parlait tout le temps, Oku Alliance, autour des gens comme les Gaëtan Dicam à Bordeaux. Vous voyez tous ces réseaux-là qu'on met en place, Fabrice. Maintenant, les artistes, les footballeurs, etc., qu'on met en branle, qui sont des porteurs, n'est-ce pas? Qui sont des porteurs visibles des réseaux invisibles liés à la franc-maçonnerie, les sectes, etc., qui sont bien outillés. Donc l'intimité, c'est ça. Quand on parle d'intimité, c'est que les gens avec qui on travaille ont, avec la France, une profonde intimité. Ça veut dire qu'elles sont fabriquées par la France, elles sont au cœur des réseaux. Cette intimité brasse, fait fusionner, Fabrice, les émotions sexuelles, LGBT, avec des parcours de formation scolaire, des formations étudiantines et des parcours professionnels qu'on croise dans cette dynamique-là. Et des réseaux sont constitués à travers des ONG, des associations, etc., jusqu'aux partis politiques. Tout ça est désormais intégré. Tout ça est désormais intégré. Donc la France est loin derrière, vous ne la voyez pas. Ces Africains qui travaillent de bout en bout. Donc c'est ça la dynamique. Elle est dans la diplomatie, dans l'armée, etc. Voilà pourquoi vous voyez au Bénin comme ça, la France est là, mais en même temps, vous dites non, on n'a pas de base militaire, c'est fini ça. Entre-temps, on a allégé le dispositif au Sénégal, en Côte d'Ivoire, etc., où on a fait partie les Français. On a allégé, mais on n'a pas rompu les accords. Le seul qui a rompu l'accord, c'est M. Déby. Tout à fait. On reviendra pour voir dans quelle mesure maintenant on dit que les Français sont revenus, n'est-ce pas, à N'Djamena. Donc voilà un peu, elle n'est jamais partie, elle a été très très affaiblie, et maintenant, entre-temps, donc, elle a le temps d'organiser une stratégie, de la renouveler. Elle vous a distrait en faisant croire qu'elle revient dans 50 ans. En envoyant les généraux vous distraire. C'était de la pure stratégie. Elle n'est jamais partie. Elle n'est plus que jamais. Elle n'a jamais été aussi présente parce que sans l'Afrique, la France est morte. Voilà. Merci à vous, Président. On va continuer à rester et tenter de continuer à creuser effectivement autour de cette actualité. La réunion de la Sierra Leone, Président, qui a réuni l'ensemble des chefs d'état-major
des armées de ces pays de l'Afrique de l'Ouest cette semaine a bien entendu débouché sur une certaine conclusion quand même assez interpellative et à la limite intrigante. Alors, la CEDEAO souhaite lever sous peu 260 000 soldats capables effectivement de répondre à la menace sécuritaire que connaît effectivement qui travaille ces pays, mais seulement il y a une forme d'empressement dans l'agenda de ces derniers, puisqu'ils ont décidé mardi vouloir lever très rapidement 12 000 soldats qui vont véritablement permettre de démarrer d'abord une première phase, on va dire, de tests pour voir comment est-ce que ces 2 000 soldats vont réussir à sécuriser l'ensemble des pays de la CEDEAO. Est-ce qu'aujourd'hui l'empressement de ces chefs d'état-major ne répond pas davantage à cet agenda français? Fabrice, nous sommes là au cœur de la stratégie française qui elle-même est à l'avant-garde d'une stratégie de l'OTAN. Écoutez bien, de l'OTAN, comment je vais dire ça, d'un OTAN qui fait face à l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, qui a une conception de l'OTAN qui n'a rien à voir avec l'ancienne conception qui était purement atlantiste, c'est-à-dire dirigée par l'État profond, dans sa globalité. Vous savez, Donald Trump a apporté une fracture majeure. C'est-à-dire sa présence symbolise la fracture majeure qui travaille l'État profond américain et qui se répercute dans tout l'ensemble de l'État américain, des États-Unis, à travers le mouvement MAGA et tout ce qui a apporté Donald Trump au pouvoir. Ça s'est traduit dans son rapport à l'Europe par le mépris et le fait que, monsieur, vous payez, vous vous soumettez. Et la volonté, la décision de Donald Trump de favoriser un renouveau européen autour des partis, parlons comme ça, qui serait un peu une espèce de copie européenne des MAGA. C'est ça la Turquie. Évidemment, ça divise l'Europe. Les Européens sont totalement, comment on dit ça, ils sont totalement largués face à ça. Ils sont perdus entre approfondissement de leur vassalisation honteuse aux États-Unis, la volonté de bâtir, soi-disant, une armée européenne. Bon, ça fait sourire tout le monde, hein, ce projet fantasmatique-là. Et troisièmement, la volonté de construire l'euro politique, ces choses-là. Bon, on voit tout ça sortir des gros mots, mais il n'y a rien parce que, justement, l'Europe, militairement, sans les États-Unis, c'est un tigre à papier. Voilà. Donc, hier soir, alors, ça a des répercussions au niveau de l'Afrique. Ça veut dire que les Européens victimes de la stratégie de Donald Trump, dans le cadre de l'OTAN, ont réfléchi sur la question du Sahel. Alors, pourquoi? Parce que ils sont sur la défensive depuis des années, là, depuis quelques années, à partir de l'avènement des États, ça va bientôt faire 5 ans, des États de l'AES, ils sont sur la défensive à tout point de vue. Ils ne rayonnent plus, ils n'ont plus l'avantage au niveau des récits, du discours, au niveau de la stratégie. Ça fait que Fabrice, quand on observe depuis, il y a une supériorité en termes de récits, en termes moraux, etc., qui est à l'avantage des pays de l'AES et donc des panafricanistes. C'est un fait. Alors, ça, c'est très inquiétant pour l'OTAN et pour la France et l'Union européenne, qui depuis longtemps sont en train de réfléchir pour stopper ça. D'autant plus que ne l'oubliez pas, le conflit en Ukraine pour les Européens se reproduit mécaniquement en Afrique, d'autant plus qu'ils considèrent que nous, on est des agents de la Russie. Voilà. Donc du coup, ils reproduisent ça en Afrique parce que, évidemment, l'ennemi, c'est la Russie. Alors, il faut bien suivre cette affaire. Il fallait casser ça. Suivez-moi très bien, c'est profond ce que je veux dire. Je suis toujours avant-gardiste comme ça, dans ce type de dossier. Donc, ils ont réfléchi depuis. La CEDEAO, c'est leur chambre à coucher. Donc, ils ont décidé donc qu'il faut réactiver rapidement la grande idée, entre guillemets, de l'armée, n'est-ce pas, l'armée de la CEDEAO, les forces de défense de la CEDEAO, disait-on, en attente. Elles doivent cesser d'être en attente pour être opérationnelles. C'est ça l'ambition. L'ambition première, c'est 260 000 hommes. 260 000 hommes. Maintenant, ils commencent avec 2000. Ça doit être opérationnel. Quel est l'objectif de cette affaire? Sécuriser les pays. Non, ce sont des gros mots. Lutter contre les ce sont des gros mots.
Le but est celui-ci, Fabien. Attention, dans une période de reconfiguration mondiale, il faut changer de stratégie. À partir du moment où l'Amérique par Trump ne prend pas en charge le réseau, l'infrastructure terroriste globale fabriquée par l'État profond américain et dispatchée dans le monde entier, au Sahel, partout, au Moyen-Orient, etc., pour faire du terrorisme un prétexte géopolitique mondial qui le permettait d'opérer. Donc on va pas revenir dessus, tout le monde comprend ce que je suis en train de dire maintenant à ce niveau-là. Donc, il y a l'avènement de notre pouvoir à une ère où l'unité de l'Occident global autour du concept géopolitique du terrorisme n'est plus à l'ordre du jour. Ça peut reprendre plus tard, mais ça s'est sérieusement fissuré. C'est ça le coup de massue que Trump a donné à l'UZ. Et vous avez donc entendu ce que l'UZ finançait. L'UZ finançait le terrorisme dans le monde. Donc, on ne débat pas dessus. Donc, Trump, ce n'est pas ça. Lui, il a une autre stratégie. Donc, du coup, les Européens ont un problème sérieux. La France a un problème sérieux. Qui va gérer cette infrastructure? Qui va prendre ça en charge? Les Européens ne sont pas en mesure de le faire. Qu'est-ce qu'on va donc faire? On est même prêt à sacrifier ces terroristes. Ça veut dire quoi? On est même prêt à donner des victoires à la force en attente là, au 2000 là, les donner des victoires. Pour les crédibiliser, dans quel but? Dans le but d'en faire une armée contre l'AES. Oui, monsieur. Une armée officielle contre l'AES. Si vous ne comprenez pas ça, vous ne comprenez rien dans la géopolitique. On fait une armée contre l'AES, mais on fait d'une pierre trois coups. C'est une recolonisation de facto. C'est-à-dire désormais, l'OTAN a une armée. Elle a un démembrement. En Afrique, au cœur de l'Afrique, à travers le Sahel, de manière désormais structurelle, légale, à travers la CEDEAO. Le crime est plus profond que vous l'imaginez. Que deviendra Africom dans ce cas? Africom, c'est quoi? Commandement américain pour l'Afrique. Ben, c'est un petit problème. Est-ce que ça... Ils ne vont pas s'amuser à frotter Africom. Maintenant, laisse à savoir le rapport qu'ils auront avec Africom. Ils peuvent accepter le parapluie d'Africom et négocier une nouvelle sous-traitance qui remplacera les anciennes sous-traitances qui n'étaient pas le passé. Vous savez que par le passé, la France sous-traitait pour le compte de Washington. Donc, il s'agit de recréer les conditions d'un nouveau deal de cette nature. C'est pour ça qu'ils sont totalement couchés sous les pieds de Donald Trump. Donald Trump crache sur eux, ils avalent ses salives. Sans état d'âme. Même si celles-ci ont du sang, les Européens et la France, ils avalent ça sans état d'âme. Parce qu'ils espèrent, à travers ça, convaincre Donald Trump qu'ils peuvent travailler ensemble. Regardez leur comportement sur le dossier au Venezuela. Tous se sont couchés devant Donald Trump. Qui en même temps qu'on voyait ces Européens et les Français dire comment ils sont attachés au droit international, ils trouvaient normal qu'on ait violé le droit international en même temps qu'il fallait semblant défendre ça en marchant sur les immunités souveraines des chefs d'État. C'est parce que vous voyez ça, le double jeu toujours, l'hypocrisie la plus satanique, sans état d'âme. Donc, le but est là, Fabrice. Rappelez-vous que ce n'est pas nouveau. Si vous vous souvenez, et je me rappelle cette émission, je l'ai fait avec vous, Antonio Guterres avait fait une tournée dans le Sahel. Je crois qu'il était arrivé au Niger. Au Niger, ouais, au Niger. Il a dit qu'il faut internationaliser l'armée du Niger. On s'est levé violemment contre cette idée, contre lui, nous avons dénoncé ça. Malheureusement, les événements au Niger ont fait échouer le projet. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'idée d'internationaliser l'armée du Niger? C'est ce que vous voyez là. Que veut dire internationaliser l'armée d'une nation souveraine? Ça veut dire quoi? C'était ça. Donc le projet, il est clair, Fabrice. C'est la plus grande déclaration de guerre qu'on ait fait à l'Afrique en ce début du XXIe siècle et aux États de l'AES. Je n'ai pas cessé de les prévenir, je sais qu'ils écoutent, mais je n'ai pas cessé de leur dire, le caractère urgent d'anticiper sur les bastions de la France en Afrique avant qu'on ne soit mis devant de telles situations. Le projet, il est là. Il faut le tuer dans l'œuf. On ne peut pas accepter en Afrique que les Occidentaux, l'OTAN, la France, créent une armée. Ce ne sont même pas des tirailleurs, ils sont même pires. Des tirailleurs
du XXIe siècle qui, au lieu d'aller faire la guerre sur le territoire européen, puisque c'était à l'époque les tirailleurs, indépendamment de toutes les réserves qu'on peut avoir, hein, mais dans le fond, c'est ça, puisque les tirailleurs allaient mourir pour la France, les tirailleurs allaient mourir pour les Européens. Donc, on nous crée une armée de tirailleurs là sur place, au XXIe siècle, avec pour mission, Fabrice, de détruire l'AES, ça c'est un, mais deux, d'être la base de la recolonisation du continent africain. Ça va plus loin, Fabrice. Dans le cadre de la recomposition de la géopolitique mondiale, qui donne l'impression, qui donne l'image d'une tripolarisation opposant Moscou, Pékin et Washington, les Européens se cherchent. Dans le jeu, qu'est-ce qu'ils font comme d'habitude? Ils viennent sanctuariser une armée coloniale en Afrique dans le cadre d'un nouveau partage du continent africain. On ne peut pas accepter ça, mon cher Fabrice. C'est pour ça que l'État de l'AES, ils ont une responsabilité particulière dans cette affaire. Tous les pays africains ont une responsabilité exceptionnelle dans cette affaire. C'est pour ça qu'il faut suivre de très près le comportement de l'État tchadien. Avant peut-être d'y arriver, voilà. Il y a des contradictions qui travaillent notamment cette sous-région. On a vu quelquefois des États avoir une position peut-être parfois assez, on va dire, souverainiste. Le Nigeria avec le général Moussa, malheureusement, on a l'impression que lui aujourd'hui, il semble véritablement jouer le jeu. Il semble être finalement, il semble avoir revu ses positions, mais également la position du Ghana. Alors, je crois en début de semaine, le président ghanéen pensait effectivement inviter les pays de l'AES à l'effet de tabler sur une grande conférence qui devait déboucher en tout cas sur les stratégies à mettre sur pied, à l'effet de voir comment sécuriser les États de la CEDEAO. Comment expliquer peut-être cette faiblesse-là de la part de l'État ghanéen? Un coup, il se propose pro-souverainiste et un autre coup, il se retrouve finalement rattrapé par la réalité que nous connaissons tous. Rappelez-vous, on a fait une émission ici, quand le nouveau président est arrivé, et il a fait le grand discours. Je vous avais dit que je me méfiais du Ghana. Je vous ai dit ça depuis que je me méfiais du Ghana. Puis, méfier du Ghana parce que nous savons dans quelles conditions M. Nkrumah a été renversé. Nous savons dans quelles conditions les ennemis de Nkrumah se sont renouvelés jusqu'au dernier qui était là à Koufou. C'est l'ancien président que Dramane a battu. À Akufo-Addo. J'avais démontré la filiation qu'il y a depuis les ennemis de Kwame Nkrumah à M. Addo, depuis son père jusqu'à lui-même. Alors, ces ambiguïtés générées par la chute de Nkrumah et qui se sont établies dans l'établissement politique du Ghana, de quelque bord que ce soit, mon cher Fabrice, et qui ont un ancrage social et sociétal dans ce pays-là, m'ont amené à vous dire, je me méfie du Ghana. Il y a très peu aujourd'hui dans la scène politique ghanéenne des gens qui considèrent que M. Nkrumah est la référence. On utilise son travail et son image pour une rhétorique, pour faire de la communication stratégique, mais en réalité, on n'y est pas. C'est ça qui explique le comportement du président Dramane, qui le voit. On vous a souvent fait croire que la colonisation anglaise était différente de celle de la France. Non, dans le fond, il n'y avait aucune différence. Les Anglais sont aussi brutaux que les Français, ils sont aussi hypocrites comme les Français, et ils sont perfides comme les Français. Il n'y a aucune différence de manière fondamentale. L'indirect rôle et le direct rôle, c'est pour tromper les naïfs. Hein? L'Angleterre était simplement plus en avance que la France sur le plan économique, mon cher Fabrice. Elle avait une grande expérience en la matière que la France. Elle a fait semblant de raffiner sa brutalité. Mais une brutalité raffinée reste de la brutalité. Donc, le Ghana porte en lui, n'est-ce pas, cet héritage néocolonial anglo-saxon qui est en pure contradiction avec le panafricanisme tel que Nkrumah l'a visualisé. C'est ce qui a expliqué en grande partie la chute du président Nkrumah. Son renversement par un coup d'État, vous connaissez l'histoire. Le président Nkrumah. Donc, moi, je me méfie du Ghana. Est-ce que le Ghana a même achevé sa décolonisation pour dire qu'il va venir, je ne sais pas, intégrer l'AES
être un grand partenaire de l'AES. Donc moi je continue. Après ça devient compliqué, président, pour un pays qui a quand même franchi certaines lignes on dit quoi, d'aliénation. On a sa monnaie, on a plus ou moins... Non, la monnaie dans les pays anglo-saxons colonisés par l'Angleterre, c'est un moindre acquis, parce que les Anglais vous donnent une monnaie, mais tous les banques sont sous leur contrôle. Alors quand vous faites ça, c'est une monnaie qu'on peut déstabiliser à tout moment. Voilà, donc il y a ça. Donc il faut faire extrêmement attention. Des gens comme le président du Ghana ont l'habitude de faire quoi? D'utiliser l'AES comme étant une masse de manœuvre pour faire un levier de manœuvre auprès de leurs anciens colons, n'est-ce pas? Auprès de leurs anciennes sphères de dépendance, mon cher Fabrice. Le vrai débat est de savoir dans quelle mesure M. John Mahama, c'est comme ça qu'il s'appelle, je crois, le président du Ghana, dans quelle mesure il met en place des politiques qui visent vraiment à décoloniser totalement le Ghana en le faisant sortir, à défaut de le faire sortir, de diversifier sérieusement, n'est-ce pas, parlons comme ça, l'écosystème géopolitique et géostratégique du Ghana. Donc on attend ça. Moi j'attends de voir ça, Fabrice. Sinon il faut faire attention. Il faut faire extrêmement attention par rapport à ça. Alors, donc, c'est d'ailleurs pour ça, Fabrice, que vous avez vu, j'ai toujours déconseillé à nos amis de l'AES la rupture avec l'Algérie. Tout en étant très sévère envers l'Algérie, je disais de faire attention au regard des enjeux globaux, de faire attention. Aujourd'hui, je suis très heureux de voir que le président Tchani, dans sa dernière visite, a réchauffé les relations. Alors, certaines indiscrétions pour venir sur ces déplacements. Parce que vous allez voir aujourd'hui... Et vous l'avez d'ailleurs dit sur ce plateau, vous lancez, président, que eh bien, je dis ça comment, la réflexion derrière la démarche, voilà, derrière le réchauffement des relations entre Alger et l'AES était plutôt portée par les souverainistes au cœur de l'armée algérienne qui ont intimé l'ordre à M. Tebboune de tout faire pour renouer le dialogue, effectivement, avec les frères de l'AES. Oui. L'Algérie évalue ses intérêts sans état d'âme. L'armée est traversée par des factions, même si elle sait jusqu'à présent conserver son unité. Elle est traversée par beaucoup de factions, les souverainistes, comment on appelle ça? Les progressistes les pragmatiques, la vieille génération, ou bien les héritiers des pères de l'indépendance, etc. Et elle est traversée... les janvieristes, il y a tout un traversée. Alors, donc, il n'est pas exclu qu'au regard des évolutions internes et sous-régionales, l'Algérie a compris que non, son intérêt est rapidement de ne pas se couper de l'AES. Pourquoi? Parce que la question du Front Polisario, par exemple, est un élément majeur aujourd'hui. Les Américains, les Français reconnaissent la marocanité du front du Polisario et du Sahara occidental. Tout ça, ce sont des éléments que j'ai obligé d'intégrer. Voilà pourquoi j'avais dit qu'il faut faire attention. Autant nous devons être intransigeants sur la souveraineté du Mali, des pays de l'AES, n'est-ce pas? Autant il ne faut pas isoler l'Algérie. Bon, les Algériens m'écrivent, ils me disent, on va nous isoler, c'est pas le mot. Non, c'était un mot, ils me l'ont dit. Je les salue d'ailleurs. Je sais qu'ils nous suivent beaucoup, hein, je sais. Donc, alors, il ne faut pas se couper de l'Algérie parce que on n'a pas été capable de bien comprendre et de faire la différence entre les positions ponctuelles de l'Algérie sur la question du terrorisme, la question du nord du Mali et la situation globale de l'Algérie. Je vous ai dit, je suis très heureux de voir que le président Tchani, et je l'avais même dit avant sa visite, j'avais bien dit qu'il n'est pas allé comme ça, qu'avant d'aller, il s'est concerté avec ses pairs, etc. Bon, comme d'habitude. C'est la première visite du président Tchani au-delà des frontières de l'AES. Il n'est pas allé l'AES. seulement comme président du Niger, il est aussi allé comme un membre de l'AES, et il a su, n'est-ce pas, concilier le bilatéralisme que semblait privilégier l'Algérie face aux États de l'AES. Il a su concilier ça en rappelant à l'Algérie que non, c'est l'AES. Vous avez intérêt à renouer le dialogue avec le Mali. Et c'est amorcé, il faut que ça aille au bout. Moi, j'appelle à un front
AES-Alger. Il faut un axe AES-Alger. Cet axe-là est très important. Pour répondre à la démarche, effectivement, de Paris ou alors de l'Occident, qui souhaite donc mettre effectivement une armée, on va dire armée tampon, qui va servir ses intérêts, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Ce n'est pas une armée tampon, c'est une armée coloniale. Armée tampon, c'est une armée coloniale. C'est un crime, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Le projet de la CEDEAO est dangereux, extrêmement dangereux. C'est porté par qui? Pas des États vassaux de la France, mon cher Fabrice. Pas des hommes liges. Et le mot n'est pas lourd. C'est des gens comme Talon, les Ouattara, les deux amuseurs publics là. On va voir d'ailleurs avec la réalisation les images des généraux des différents pays qui ont d'ailleurs pris part à ces travaux. Je voudrais que l'identité des États soit visible. Est-ce qu'on peut retirer le synthé de l'émission, cher ami réalisation, pour qu'on puisse... Voilà, là on a le chef d'état-major, du Ghana qui était bel et bien en place. Allons-y très rapidement, celui de la Gambie qui était bel et bien présent. Le chef d'état-major du Nigeria, celui qui a succédé à M. Moussa du Bénin, du Capo-Verde, du Togo, comme il fallait s'y attendre, et bien d'autres. En tout cas, toute la famille était réunie, finalement. Oui, donc, c'est un projet très grave. Ça signe le retour colonial, recolonial de l'Occident en Afrique. C'est ça le problème. Cette armée-là, c'est ça qu'elle va consacrer, Fabrice. Donc, c'est pour détruire l'AES, c'est pour essayer de détruire toutes les dynamiques visant à l'émancipation de l'Afrique à l'égard de l'Occident colonial impérialiste. C'est tout ça qui est au cœur de ce projet. C'est un projet dangereux, c'est un projet honteux. On ne peut pas accepter ce projet-là, il faut tout faire pour l'en empêcher. Allez, nous restons toujours... Pour empêcher ce projet. Merci à vous, Président. Nous restons toujours au cœur de cette actualité. Évoquer un autre élément qui nous permettra peut-être de continuer à creuser autour de la démarche de Paris, qui prépare donc son retour militaire en toute discrétion, mais davantage pour contrer toute dynamique, en tout cas d'émancipation de l'AES, avec notamment la montée en puissance de son armée. Comme à chaque fois, lorsqu'il se déplace du côté de la France, cela fait débat au sein de la presse panafricaniste, eh bien, le déplacement du président Mahamat Idriss Déby fin janvier 2026 n'a pas échappé à cette règle-là. Alors, au lendemain de ce déplacement, plusieurs sources alertent effectivement sur un retour militaire des soldats français qui auraient donc repris des positions sur la base assez stratégique d'Abéché, ancien site de l'opération Barkhane, retrocédé au pays, c'était en janvier 2025. Eh bien, des sources qui font état de ce que des mouvements de personnel et un renforcement des mesures de sécurité ont donc été observés ces derniers jours. Aucune confirmation, on va dire, officielle n'a été en tout cas publiée à ce stade par les autorités tchadiennes ou même françaises. Mais cependant, les sources sécuritaires évoquent un dispositif de coopération destiné à faire face aux tensions régionales et aux incursions armées liées au conflit soudanais. Je rappelle d'ailleurs que le Tchad qui a dû fermer sa frontière avec le Soudan, alors que, pour être au complet autour de l'actualité soudanaise, eh bien, certaines presses annonçaient, cette fois-là, la presse occidentale, une forme de collision entre les mouvements terroristes qui opéraient au Soudan. Du moins, ils annonçaient qu'ils avaient plus ou moins soutien du Tchad à l'effet de maintenir une dynamique de déstabilisation du côté du Soudan. Je crois qu'avec la fermeture de cette frontière, il n'y a plus matière à débattre là-dessus. La position de Djamena, elle est claire. On ne veut pas partiser avec le général Emeti et notre territoire ne peut plus, ou alors ne peut pas servir, eh bien, on va dire, de corridor de déstabilisation pour le voisin soudanais. Mais revenons sur l'annonce, ou alors ces bruits de botte autour d'un retour annoncé, présumé des soldats français du côté du Tchad. Qu'en est-il? Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de revivre un tel scénario alors que il y a de cela quelques mois seulement on actait le départ des soldats français? Bon, il faut se démarquer d'une première... Il faut guérir ce que je pourrais appeler les séquelles de maladies infantiles du panafricanisme. Où souvent, on peut s'enfermer dans des positions idéologiques qui sont en contradiction avec l'essence même de la géopolitique
et les dynamiques propres à la géopolitique. Je m'explique, mon cher Fabrice. Le fait d'aller en France ne veut pas dire qu'on s'est couché devant la France. Il faut faire attention. Pourquoi? D'abord parce que la France, ayant bien étudié le panafricanisme, vous le savez très bien, a mis sur pied des stratégies aujourd'hui qui font que on fabrique des panafricanistes de tout genre, en les autorisant de diaboliser la France matin, midi, soir, d'insulter Paris pour se crédibiliser. Mon cher Fabrice. Alors qu'au fond, ces gens sont en train de travailler pour la France. On a observé ici que les panafricanistes avaient porté les dynamiques qui ont eu cours au Sahel avec l'arrivée des États de l'AES. Qu'est-ce que la France a fait? La France a retourné ça contre nous. Qu'est-ce qu'elle fait? En fabriquant ses propres coups d'État. De manière à ce que les panafricanistes soient coincés. On a vu ça dans une certaine mesure au Gabon. On a vu le vrai faux coup d'État du Bénin qui a permis tout ce qu'on est en train de voir là aujourd'hui, qui a permis une recomposition totale de la situation dans cette partie du Sahel-là, avec du moins la frontière du Sahel avec le Bénin. Voilà. Donc, Fabrice, ouvrez les yeux devant ça, ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à dire ça. Donc, il faut faire attention qu'on retourne votre stratégie contre vous-même. La géopolitique est très dynamique. De ce point de vue, même à l'heure où nous parlons, voilà l'Union européenne qui dit aujourd'hui qu'elle veut parler avec les États de l'AES. Est-ce que si les États de l'AES commencent à parler avec l'Union européenne, nous allons sortir et dire que vous avez trahi, Les États-Unis ont d'ailleurs quasiment renoué le dialogue les États-Unis avec ont renoué. Ces pays. On parle d'ailleurs pour le cas du Burkina Faso. Est-ce que nous avons d'un appui de plus de 150 millions, je crois, d'euros. Oui, Burkina Faso est dans la discussion avec le FMI. Tout à fait. Voilà, donc est-ce que pour autant nos élèves vont dire ils ont trahi, ils sont des traîtres? Non. Non. Alors là, il faut faire attention. Le panafricanisme, ce n'est pas la critique contre la France. L'homme qui parle est le pionnier de cette affaire-là. Il faut être... je n'ai pas à me justifier quant à ma relation avec la France, c'est connu, etc. Le débat n'est pas à ce niveau. Mais il ne faut pas laisser qu'on nous piège de manière infantile. La France a compris, elle a décidé de retourner contre nous notre stratégie. C'est ce qu'a subi le président Touadéra. À chaque fois qu'il allait en France, c'est la trahison, tout est consort, alors que nous connaissons, nous qui sommes informés, qui analysons profondément, etc., il n'a jamais été question pour le président Touadéra d'aller se coucher devant Paris. Ça s'est vu après qu'il fallait que les gens fassent très attention dans ce genre d'envolée. Donc, un président peut aller en France, parce que la géopolitique, ça bouge, c'est mobile. Ce n'est pas fixe, ce n'est pas du fixisme idéologique. Mais l'important, Fabrice, c'est qu'est-ce qu'il va faire en France. C'est ça qui est important. Le fait d'y aller n'est pas le problème en soi. Mais qu'est-ce qu'il va y faire? Est-ce qu'il va se coucher? Est-ce qu'il s'en va défendre les intérêts en restant ferme sur sa souveraineté et sur les intérêts de son pays? Quelles sont les contraintes autour de lui qui justifient à un moment donné qu'il parle avec la France? D'abord, d'un point de vue, Fabrice, principiel, dans le cadre d'une réciprocité intellectuelle, est-ce que nous on dit qu'on va en France, on a trahi? Est-ce que les Français, quand ils viennent en Afrique, ils ont déjà des scrupules? Non. Ils n'ont pas de scrupules. Ils sont là. Ils n'ont pas d'état d'âme, ils viennent, ils parlent avec vous quand c'est nécessaire, alors qu'ils sont dans leur stratégie propre à eux. Les mêmes Européens qui qualifiaient les États du Sahel d'être des putschistes, aujourd'hui, quand les intérêts les exigent, mon cher Fabrice, ils n'ont aucun état d'âme. Elle dit que non, nous on oublie tout ça, on s'en fout. On oublie, venez, on s'assoit en cause. Je ne parle pas des Américains, etc. Donc, ça c'est le premier niveau d'analyse pour dire que faisons attention, Fabrice. Alors, ce que je dis là, ça ne veut pas dire qu'on baisse la garde, qu'on dilue notre intransigeance principielle, intellectuelle, idéologique, stratégique à l'égard de la France. Non. Mais je dis de faire très attention. On a failli se prendre à plusieurs reprises quand on n'a pas vu que la France a bien compris qu'il fallait retourner contre nous notre stratégie en fabriquant ses coups d'État, en fabriquant ses panafricanistes. Et vous avez vu comment, c'est-à-dire,
une partie... Paris a fabriqué, c'est panafricaniste. Vous dites? Dites que Paris a fabriqué, c'est panafricaniste. C'est pas un débat. C'est un débat, à ce niveau-là. Alors, donc, pour dire que, vous avez vu comment, plusieurs fois, lors du coup d'état du Gabon, ce qui s'est passé au Gabon, ce qui s'est passé au Bénin, vous avez vu comment l'opinion africaine a failli être prise au piège d'une grosse manipulation. Même nous, on n'y a pas échappé ici. Il a fallu depuis, on n'y a pas échappé ici. Donc, il faut faire extrêmement attention à ce niveau-là. Le deuxième niveau d'analyse, mon cher Fabrice, pour comprendre ce qui est en train de se passer, c'est que, vous savez, nous avons fait une émission ici sur le Soudan. Je suis toujours surpris par le fait que les Africains disent qu'ils sont panafricanistes, mais ils analysent les problèmes de l'Afrique sous un prisme, Fabrice, néocolonial. Pourquoi? Malgré la diversité des situations africaines, malgré les frontières coloniales, l'Afrique c'est l'Afrique, mon cher Fabrice. Ça veut dire quoi? On ne peut pas analyser la situation comme le cas du Soudan en oubliant les implications de la situation soudanaise sur l'ensemble du continent, ne serait-ce que l'Afrique subsaharienne, mon cher Fabrice. Alors, comment on peut analyser la question du Soudan en faisant l'impression de ne pas voir l'impact sur toute la sous-région? C'est-à-dire que sur toute la sous-région, sur même tout le continent. Pourquoi? Nous avons toujours dit aux Africains que lorsque les Occidentaux réussissent à transformer un État stable en no man's land, ça devient une usine à partir de laquelle ils fabriquent toutes les dynamiques pour déstabiliser les autres pays africains, du moins qui sont à la périphérie de cet État, qui sont aux alentours, bref, qui sont dans ce qu'on pourrait appeler les corridors régionaux et sous-régionaux qui entourent ce pays-là. Fabrice, combien de fois on n'a pas dit ça? Nous avons dit ça aux Africains. Apparemment, on n'a pas tiré l'expérience de la Libye. Quand ces gens renversent Kadhafi, mais nous avons crié, c'est le Sahel, c'était un plan pour avoir une base, pour aller déstabiliser les pays du Sahel. Mais ça n'a pas tardé, ce que nous avons dit est arrivé. C'était clair et net. Les gens ont vu. Et à l'époque, le président Déby, paix à son âme, l'avait dit. Il avait dénoncé ce comportement-là. Il dit que... La dernière digue a été renversée. Voilà. Et il dit, vous n'allez pas le faire avaler ça sans service après-vente. On a besoin d'un service après-vente. Rassurez-nous que quand la digue va tomber, vous allez nous aider à avoir les nouvelles. Mais il n'y a rien eu. Parce que la digue a été renversée en connaissance de cause. Donc, les djihadistes vous ont raconté les promesses, les dessous des relations qu'ils ont avec les pays occidentaux, justement sur la question du Sahel, en rapport avec la chute de Kadhafi. C'est public désormais, je ne viens pas dessus. Donc, pour dire quoi, Fabrice? Le Tchad, c'est un pays qui est très sensible à ce qui se passe au Soudan. Très sensible. La proximité, et que bon... la proximité géographique, elle est même ethnique, etc. Ouais. Les pouvoirs ont changé au Tchad comme au Soudan. C'est-à-dire les deux pays sont très liés. Et particulièrement, pour le cas de Mahamat Déby, n'oubliez pas que le caractère transethnique, c'est-à-dire que les Agawa sont des deux côtés. Ils sont même plus nombreux même au Soudan qu'au Tchad. Mahamat Déby n'est pas Agawa. Tout à fait. Or, lorsque vous analysez, vous voyez que les Agawa, qui sont encore au cœur du pouvoir, et qui n'ont qu'une seule crainte, à savoir que il faut tout faire pour que le maréchal, le Mahamat Déby, ne les écarte du pouvoir. Et que cet écartement soit à la hauteur, Fabrice, de la manière dont ils se sont accaparés de l'essentiel des postes de pouvoir à la faveur de la présidence du maréchal Déby père. Vous vous rappelez très bien. Vous savez qu'il y a un conflit géoethnique fondamental au cœur du pouvoir de Mahamat Déby, opposant d'un côté les Agawa historiques et Mahamat lui-même. Je connais Goran. Oui, et sa tribu Goran. Tout à fait. Et cette bataille, toute démarche visant à reformer le pouvoir, l'État au Tchad doit tenir compte de cela. Et c'est très fragile. C'est très, très fragile. Donc,
Paris, qui est un acteur au Soudan, et qui est un vieux de la guerre géopolitique, Fabrice, sait très bien activer ça. Parce que la fermeture de la frontière avec le Soudan n'est pas un acte anodin. Au-delà de la rupture avec Emiti, vous voyez, avec Emiti, au-delà de ça, vous voyez... Qui, selon certaines indications, il aurait une filiation avec le président Mahamat Idriss Déby. Nous, selon en tout cas les recherches qu'on a pu faire sur du moins du côté maternel, il y aurait une forme de filiation entre le général Emeti et le président Mahamat Idriss Déby. Et beaucoup saluent d'ailleurs cette hauteur de l'esprit, cette hauteur présidentielle de M. Mahamat, qui a réussi à se départir en tout cas de cette filiation pour préserver en tout cas l'intégrité de son territoire. Au-delà de ça, il faut faire attention. Déby était en guerre avec ses neveux, ses cousins. Hein. Ça ne m'impressionne pas ça. Le vrai débat, c'est l'analyse profonde de la situation géopolitique du Tchad en rapport avec le conflit au Soudan. C'est-à-dire que il y a ce que je viens de vous dire, là, cette donne-là. Et les Occidentaux savent très bien gérer ça. Macron, vous voyez ce qu'il faisait en RDC. Vous voyez comment les Européens jouaient entre le M23, l'État du Congo, avec les groupes ethniques, dans la jeu ethnique, etc. Comment est-ce qu'ils jouaient longtemps? Comment est-ce qu'ils jouaient pour essayer de sauvegarder leurs intérêts? Donc, pour dire quoi? Pour dire que il est très facile pour Macron d'essayer de jouer sur le levier géo-ethnique à partir du Soudan, pour essayer de renouer une relation avec Mahamat Déby. Quand Mahamat Déby a refusé une ou deux fois l'invitation de Macron en France, il n'y a pas eu de commentaire. On a dit oui, c'est bon. Mais maintenant, vous voulez savoir pourquoi il y va. Pourquoi il y va, mon cher Fabrice? Donc il y a ça. Le deuxième levier, c'est de savoir si aujourd'hui... Est-ce qu'il est possible aujourd'hui que le président tchadien qui a réussi à faire partie... pas seulement faire partie des soldats français, mais à dénoncer l'accord de défense qu'il a avec Paris, peut permettre aujourd'hui qu'ils reviennent moins de 6 mois après le départ? Non, à supposer même qu'ils reviennent. Oui. Dans quelles conditions ils reviennent? Je vais être clair. Moi, je condamne ça. Je ne suis pas pour le retour, n'est-ce pas, des Français. Alors là, c'est clair et net. Mais maintenant, je l'ai dit, je ne suis pas président du Tchad, mais moi, c'est ma parole. Alors, le bien de savoir pourquoi ils reviennent, dans quelles conditions ils reviennent. Fabrice, voici la vraie réflexion. Reviennent-ils dans des conditions d'avant-rupture des accords de défense ou ils reviennent dans des conditions d'après-rupture? Ça veut dire que si ils reviennent dans ces conditions... Là, forcément, c'est d'après-rupture puisqu'on n'a pas... Dans ce cas... Puisqu'on n'a pas retrouvé les accords de défense avec Paris. Dans ce cas, c'est Déby qui donne le là. C'est lui qui donne le là. Voilà. J'ajoute ceci. Est-ce que le maréchal Déby... Pardon, Mahamat Déby, Kaka Déby, ferait la folie, parce qu'il se réconcilie avec la France, de se mettre à dos l'État de l'AES? Je vous rappelle que Kaka Déby n'a pas à s'amuser avec son voisin du Niger, son voisin nigérien. Du Niger, il ne peut pas s'amuser. Je rappelle d'ailleurs que c'est l'un des rares au son de la CEMAC qui a menacé de claquer la CEMAC pour intégrer l'AES. Il y a eu des tractations pour continuer à maintenir la présence du Tchad au son de la CEMAC. Je vous dis que Mahamat Déby n'est pas fou pour s'amuser avec son voisin nigérien. Il n'est pas fou. Donc, dans ce cas-là, il faut chercher à savoir réellement qu'est-ce qui est en jeu réellement dans ce soi-disant rapprochement entre Macron et M. Déby. Il faut voir quels sont les problèmes réels qu'il a, M. Déby, en matière de sécurité, etc., en matière de stratégie. Il faut voir ça avant d'aller vite en besogne. Je voudrais rappeler que, au plus fort des menaces qui pesaient sur le Niger, quand les Français ont décidé d'attaquer le Niger en instrumentalisant leur chambre à coucher qu'on appelle la CEDEAO, Fabrice, vous vous rappelez? Tout le monde a dit et croyait que non, Déby va servir de base arrière. Il ne l'a pas fait. Tout à fait. Nous étions toujours un des rares qui disait à l'époque, n'allez pas vite. Il ne l'a pas fait. Alors qu'à l'époque, il était sous les accords de défense. Il ne l'a pas fait. Donc, donnons-nous le temps de voir, n'allons pas vite. Parce qu'on n'a pas le choix. Le Tchad, c'est un acteur géopolitique majeur. Pas seulement, c'est le trait d'union entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Tout à fait. Et il est
depuis la nuit des temps, Fabrice, depuis la nuit des temps, avant la colonisation, le Tchad a toujours été un acteur stratégique majeur à cause de sa position géographique. On n'aborde pas un tel acteur avec les émotions, avec les dynamiques lapidaires. On prend du temps, on prend du recul pour bien savoir quel est le problème qu'il a. Moi, au Cameroun, aujourd'hui, on ne peut pas s'amuser avec le Tchad. Je ne vous apprends rien. On ne peut pas s'amuser avec le Tchad. C'est un partenaire majeur pour nous dans le cadre de la stabilité sous le journal, dans sa façade de ce CEMAC. Donc vous voyez que quand il y a une situation au Tchad, nous sommes très lucides, nous sommes très très vigilants. Alors, quand on a dit ça, mon cher Fabrice, il est clair que nous dénonçons, nous refusons le retour de la France au Tchad. Nous dénonçons le retour de la France au Tchad et nous disons que, ok, une fois qu'on l'a fait, la lucidité demande de regarder dans quelles conditions, évidemment, se passe ce qu'on appelle la supposée, jusqu'à preuve du contraire, retour des militaires français au Tchad. Merci à vous, Président. On n'a pas la prétention d'avoir... C'est un sujet complexe. Vous voyez comment il a fallu aborder ça dans le cadre de ce que j'appelle la pensée complexe. Voilà. On n'a pas la prétention d'avoir tout dit, en tout cas, mais